Bonjour à tous et bienvenue sur Séries et Jeux vidéo. Vous n'avez pas encore regardé la partie 3 de la Casa de Papel? Vous n'avez donc pas encore assisté au coup de tête de Tokyo qui réussit encore une fois à foutre en l'air tous les plans du professeur. Passons quelques minutes ensemble pour découvrir tout ça, c'est parti générique. Vous n'avez peut-être pas regardé ma vidéo de théorie sur cette saison avec quelques réussites et aussi un ou deux échecs épiques. Je vais couper ma critique en deux parties avec la première sans spoiler et la seconde qui entrera un peu plus dans les détails. Faisons donc un petit résumé des épisodes précédents. Si vous n'avez pas vu les deux parties précédentes, du coup je me demande ce que vous foutez ici. Passez votre chemin pour éviter les spoilers. La Casa de Papel est une série espagnole diffusée à l'origine sur la chaîne Antena 3 de mai à novembre 2017. La série a été diffusée d'une traite en Espagne et a ensuite été découpée et remontée par Netflix en 2 saisons, divisées en 13 épisodes pour la première partie et 6 épisodes pour la seconde partie, qui clôture complètement l'intrigue du braquage mis en place par le professeur. Sachez quand même que l'accueil en Espagne au départ n'a pas été folichon puisque la série a terminé avec une audience de 1,8 million de téléspectateurs, alors que le premier épisode avait réuni pas moins de 4 millions de téléspectateurs. Netflix a donc réussi à relancer la machine en découpant les épisodes et en les rendant un peu plus énergiques. Pour exécuter son plan, le professeur recrute les meilleurs malfaiteurs du pays qui n'ont rien à perdre. Ils portent tous un surnom pour ne pas être identifiés et pour ne pas pouvoir s'incriminer les uns les autres, et ils deviennent donc Tokyo, Nairobi, Rio, Moscou, Berlin, Denver, Helsinki et Oslo. Le but est d'infiltrer la fabrique nationale de la monnaie et du timbre afin d'imprimer 2,4 milliards d'euros en moins de 11 jours et sans verser une goutte de sang. Comme vous vous en êtes rendu compte, les choses ont été un petit peu plus compliquées et après la mort de certains, l'équipe de choc a quand même réussi à se sortir de ce trou à rats en creusant un tunnel destiné à les éloigner des forces de police après une prise d'assaut épique qui a mis en scène le sacrifice ultime de Berlin. Oui, le sacrifice, parce qu'une rafale de balles de fusil d'assaut, ça permet pas un retour surprise en saison 3. Chaque personnage partait de son côté, alors que le professeur et Helsinki quittaient la base finale avec un camion rempli de plus d'1 milliard d'euros en monnaie fraîchement fabriquée pour l'occasion. Raquel et le professeur se retrouvaient finalement sur une île perdue des Philippines où ils allaient pouvoir profiter de toute cette richesse accumulée à la manière d'un Robin des Bois. Notre équipe a donc réussi à se regrouper sur un navire avec une bannière portugaise après avoir réussi à échapper aux autorités espagnoles. La saison 2 débute donc peu de temps après la fin des événements qu'on a pu découvrir sur Netflix en avril 2018. Maintenant qu'ils ont atteint les eaux internationales, les braqueurs historiques du professeur ne risquent plus rien de la police ou de qui que ce soit, et ce jusqu'à ce que le bateau accoste dans un quelconque port étranger. Tous les malfaiteurs, oui, c'est quand même des malfaiteurs, même si la série les présente comme des héros du quotidien, donc tous les malfaiteurs sont allés se planquer par couple dans des pays qui ne disposent pas de droit d'extradition. Et c'est Tokyo et Rio qu'on retrouve tout d'abord sur les magnifiques plages de sable blanc de la région de Cunayala au Panama. Leur quotidien se limite à vivre leur relation amoureuse dans le plus grand calme jusqu'à ce que les événements, ou plutôt les délires de l'incontrôlable Tokyo, ne viennent foutre le bordel dans les plans magnifiquement huilés du professeur pour bien les introduire dans... Enfin en gros, elle réorganise à elle seule l'emploi du temps de toute la bande pour aller sauver ce pauvre Rio qui est devenu encore une fois la victime des caprices de Miss Kao. La série reprend ensuite les bases qui avaient si bien fonctionné dans les 2 premières parties avec un plan qui semble quasi parfait, un braquage encore plus audacieux que le précédent et des personnages au rendez-vous avec quelques nouveaux venus qui reprennent le flambeau des disparus ou qui apportent un peu plus de piment dans l'histoire. Comme pour le premier braquage, les actes de la bande du professeur sont présentés comme un acte révolutionnaire contre une société qui s'attaque aux libertés fondamentales de l'être humain et contre une caste dirigeante qui mène le peuple en dissimulant les pires secrets et les actes les plus abominables. Je ne vais pas vous faire un cours d'histoire, rassurez-vous, mais la culture révolutionnaire est un fondement de la société ibérique depuis des centaines d'années. Là où la France n'a connu qu'une révolution et demie, avec celle de 1789 et celle de 1830, qui étaient principalement destinées à débarrasser le pays de la monarchie et de la société d'ordre, l'Espagne a connu tout un tas de révolutions qui se sont succédées avec un point d'orgue juste avant la Seconde Guerre mondiale et l'arrivée au pouvoir du général Franco, qui a provoqué la véritable révolution du peuple espagnol contre une politique des généraux. Mais cette révolution a été bridée par la Seconde Guerre mondiale et la frustration créée reste profondément ancrée dans les cœurs du pays. En ce qui concerne la série en elle-même et ses qualités ou ses défauts, comme je le disais, les producteurs avec en tête Alex Pina ont gardé les bases de la série en ajoutant quelques détails destinés à bien nous accrocher au canapé et surtout ne pas décrocher pendant les 8 épisodes de cette saison. Le budget a plus que doublé depuis la saison précédente et autant vous dire que ça se voit à l'écran. Les tournages se sont effectués dans un monastère espagnol sur la place du Dôme et face à la cathédrale Santa Maria del Fiore dans le cœur de Florence ou sur la place Michel-Ange qui se trouve sur les hauteurs de la ville italienne, mais aussi dans
dans le centre de la capitale ibérique, principalement dans les bâtiments de Nuevos Ministerios, où se trouve le ministère de l'équipement, dans l'avenue qui mène au stade Santiago Bernabéu. Mais comme dans la première saison, le lieu de tournage ne correspond pas réellement au bâtiment qui est attaqué dans le scénario. Mais les petites pincées de piment qui ont été ajoutées à la structure des 2 premières saisons ne se limitent pas à la grandeur des bâtiments utilisés pour le tournage. Les rebondissements et les effets spéciaux ont également été revus à la hausse pour nous en mettre encore plus plein la vue. Attention, encore une fois, il faut éviter de trop réfléchir aux problèmes de crédibilité des actes hallucinants des uns ou des autres, parce que si on essaie de rester cohérent, on perd vite l'attrait de cette série qui n'est que de passer un bon moment avec des rebondissements, des explosions, des histoires de cœur, des tensions entre les personnages, des réactions folles ou encore des coups de génie qui arrivent cette fois-ci des 2 côtés de la barrière, de flics surarmés qui séparent les braqueurs des têtes pensantes des forces anticriminelles du pays. La structure elle-même de la série a évolué depuis l'année dernière. Les épisodes sont un tantinet plus courts que ceux des 2 premières saisons, ils avaient déjà été retaillés pour mieux coller à la structure institutionnelle à la Netflix des épisodes de série actuelle, mais quelques minutes ont été retirées pour encore ajouter du rythme à l'ensemble qui était déjà bien énergique. J'ai d'ailleurs adoré les petits récaps au début de chaque épisode qui sont bien montés et qui nous permettent de reprendre le fil si on a fait une pause entre les 2 épisodes. Pour tout vous dire, j'ai enchaîné les 8 épisodes d'une traite sans aucune difficulté, et également parce qu'à chaque fin d'épisode quasiment on a droit à un petit cliffhanger pour nous rappeler que ce rendez-vous qu'on avait chez le médecin peut peut-être attendre encore 1 heure ou 2. L'effet direct de cette évolution de rythme et de célérité des événements, c'est que certains personnages sont littéralement mis de côté au détriment d'autres qui auraient peut-être pu avoir un peu moins de temps d'antenne, mais j'y reviendrai dans la partie avec spoiler. Maintenant venons-en aux détails, et c'est à partir de ce moment précis que vous allez devoir passer à une autre vidéo si vous n'avez pas encore regardé les 8 épisodes de la partie 3 de la Casa de Papel. Si vous nous quittez, je vous rappelle quand même que vous pouvez vous abonner à la chaîne si le contenu vous a plu, et si vous voulez découvrir tout un tas de détails importants sur la plupart des séries et mes jeux vidéo favoris. Si vous voulez être au courant de toutes les grosses infos, vous pouvez me rejoindre sur Twitter où je publie tout un tas de news tous les jours et même parfois avant les autres. Vous avez aussi la possibilité de venir faire un tour sur mon compte Instagram où vous retrouverez toutes les mêmes infos un peu plus habillées et avec les plus belles images que j'ai pu vous dénicher. En bref, vous avez le choix, et plus vous serez nombreux, plus je pourrai vous proposer des contenus intéressants parce que je serai plus visible pour les chaînes. Passons maintenant au contenu avec spoiler et c'est parti, re-générique. Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas rester collé à la trame scénaristique et vous faire un simple résumé de cette saison que vous avez déjà vu. Ce n'est pas ce que vous cherchez, mais je voulais quand même commencer par le premier épisode, qui est une sorte de symbole, un peu comme un échantillon gigantesque de ce qui nous attend dans cette saison, ou si je veux être plus précis dans cette moitié de saison, mais je reviendrai là-dessus un peu plus tard. J'ai vraiment reçu cet épisode comme une sorte de gigantesque bande-annonce qui est destinée à nous accrocher profondément avec toutes les qualités de la première saison, mais en y ajoutant une bonne grosse dose de rock scénique. Je m'explique, la scène la plus parlante de cette patate d'action qu'on prend en pleine tête, c'est la fin de l'épisode et la première réunion dans le monastère où vivaient Berlin et Palerme. On retrouve la musique caractéristique du générique, mais elle a été revue complètement en version rock à la manière d'un titre de Within Temptation ou d'Evanescence. Le but, c'est de nous prévenir cette fois, non seulement il va y avoir de l'action et des scènes de stress, mais il va aussi y avoir de l'explosion, de la bagarre, du sexe et tout un tas de dérapages qui vont faire dérailler à plusieurs reprises le nouveau plan du professeur. On reprend les mêmes, on recommence, mais cette fois ça va vraiment être le bordel. Alex Pina a compris que ça ne servait plus à rien d'essayer de s'accrocher à une pseudo-ligne logique, comme c'était le cas dans les 2 premières parties. Non, cette fois il embrasse totalement le concept du film d'action et il nous balance dedans avec toutes les incohérences que ça implique. Pour tout vous dire, pendant les 8 épisodes de cette 3e partie, j'ai très souvent eu l'impression de revenir dans les années 90 et j'avais l'impression que j'allais voir un Bruce Willis sortir d'un tuyau de ventilation, une Harley Davidson se lancer à la poursuite d'un énorme camion et toujours rester debout, ou encore voir un gaz jeté du haut d'un building et s'accrocher à un hélicoptère en échappant à une énorme explosion. Ah non pardon, ça c'est Jake Peralta dans Brooklyn Nine-Nine. En gros, vous avez compris, la Casa de Papel vient d'entrer dans le monde du film d'action bien lourd et toujours passionnant si on ne s'attarde pas aux détails, comme c'était le cas à l'époque de Bruce Willis, de Schwarzenegger ou de Stallone. Je vais juste m'arrêter sur un moment qui m'a un petit peu titillé la rondelle. Oui, c'est vraiment la seule image qui m'est venue à la tête en repensant à la scène en question. Le professeur, dans un élan de générosité et histoire de détourner l'attention de toutes les autorités madrilènes, envoie une série de dirigeables qui vont relâcher sur la population des tonnes de billets. L'idée est bonne à la limite, c'est pas là qu'ils m'ont perdu, la population est ravie de voir tomber du ciel des centaines de millions d'euros et le chaos se met rapidement en place. Non, c'est pas encore à ce moment que j'ai eu un problème. Là, ça passe encore. Mais ensuite, le professeur décide de faire une intervention médiatique en apparaissant sur tous les écrans du pays pour faire un discours qui nous prend tous au trip. Et c'est même pas ce discours qui m'a saoulé. J'étais encore client et j'étais à fond dans le délire du professeur. J'étais même presque prêt à voter pour lui à la limite. Mais juste un truc, sérieusement. Qui, sur cette planète,
quelle personne à peu près saine d'esprit s'arrête pour ramasser des millions d'euros qui sont tombés au sol avec des centaines de personnes autour, qui s'arrête pour écouter un pauvre gars qui est en train de justifier pourquoi il va braquer une nouvelle banque et ramasser encore des tonnes de pognon. Sérieusement, qui ferait ça? On est d'accord, c'était n'importe quoi. Vous avez été aussi choqué que moi. Vous vous seriez arrêté de ramasser du pognon pour l'écouter, vous? Bon, après, il y a énormément d'incohérences qui sont bien cachées par les idées extrêmement astucieuses du professeur de Berlin et de Palerme, mais comme je vous l'ai dit, en fait, pour kiffer cette série, il faut littéralement mettre de côté tout esprit logique et digérer tout ce qu'on reçoit sans même mâcher. On est dans le McDo de la série télé, c'est bon, on en mange des tonnes, mais il faut pas vraiment s'arrêter sur les détails histoire de pas se gâcher le plaisir. Je voulais par contre parler des personnages parce que les choses ont changé, les anciens braqueurs ont évolué, en bien ou en mal, et les nouveaux apportent tous, ou presque, un petit bonus à l'aventure criminelle de la bande. Comme je l'ai dit au départ, encore une fois, c'est Tokyo qui fout le bordel en suivant un caprice complètement stupide et en plantant la graine du chaos dans le chef-d'œuvre d'horlogerie mis en place par le professeur. Et encore une fois, qui est-ce qui paye les pots cassés? C'est Ryo, et il va bien manger pendant cette troisième partie. Tokyo dans cette aventure joue deux rôles. C'est à la fois le narrateur et en même temps l'élément perturbateur du scénario. Un coup de maître de la part d'Alex Pina parce que Ursula Corbero est la star de la série et il amortit parfaitement l'investissement qu'il a fait en l'embauchant. Elle est multitâche dans tous les sens du terme. En ce qui concerne Denver, l'homme est devenu père, il a profondément grandi. On dirait qu'il est devenu un mix de ce qu'il était avant, et en même temps avec quelques touches de la sensibilité et de la sagesse de Moscou. À plusieurs reprises, il a des grands élans de logique et devient presque la voix de la sagesse en essayant de ramener tout le monde à la raison. L'épisode 2 introduit le personnage de Palerme. Maintenant que les choses sont claires pour tout le monde et qu'on sait que Berlin est bel et bien mort, Palerme prend la place laissée vacante par Pedro Alonso et se positionne en bras droit du professeur en tant que concepteur du nouveau plan de braquage. Je fais juste un petit hors-sujet, mais entendre Feeling Good dans cet épisode était un vrai plaisir. J'aurais préféré entendre la version de news, mais j'ai quand même kiffé. Voilà, hors sujet terminé. Palerme est le successeur de Berlin dans l'aventure, avec son côté charismatique, complètement tordu, qui assume parfaitement son homosexualité sans jamais trop en faire, mais en même temps qui a en lui tout un tas de gros troubles du comportement et de cicatrices du passé qui viennent obscurcir son jugement à de nombreuses reprises. Comme Berlin, il est diminué physiquement dans le courant de la saison et à mon avis, comme Berlin, il ne va pas survivre au braquage même si on peut logiquement se faire du souci pour Nairobi. Justement, Nairobi, c'est pour moi la vraie touche de fraîcheur de la série, il n'y a rien de nouveau, c'était déjà ma préférée dans les deux premières parties, mais je trouve qu'elle prend encore plus de place dans l'équipe et dans tous les débats qui s'installent autour du féminisme. Elle joue parfaitement son rôle de femme méditerranéenne dans ce débat, elle est féministe, mais avec toutes les bases latines qui lui ont été inculquées et tous les préjugés machistes qui règnent dans les pays du sud de l'Europe. Elle sait séduire, elle sait jouer la femme fragile quand elle en a besoin, mais elle sait aussi botter des fesses quand elle se sent atteinte dans son amour-propre ou sa fierté, et elle est même capable de remettre à sa place ce gros lourdeau de Bogota juste parce qu'il lui a dit qu'elle avait de belles fesses en combinaison de plongée. Quelle magnifique transition pour aborder les nouveaux personnages de cette nouvelle aventure, Bogota, qui est interprété par Ovi Kutchkerian. Son personnage est un mélange de force et de douceur, c'est un gros nounours qui a des compétences pratiques pour passer la sécurité des coffres forts. Après Palerme, c'est le nouveau personnage qui a le plus de développement sur cette troisième partie. Il n'apporte pas grand chose à l'histoire, mais il a quelques sorties un peu stupides qui le rendent presque attendrissant. Passons sur Marseille où le colonel Tamayo qui sont inexistants pour le premier et un simple successeur du colonel Prieto pour le second. Et je vais terminer sur les personnages parce que je vais pas vous faire une analyse de plus d'une demi-heure quand même. Je voulais terminer sur le personnage interprété par Najwa Nimri, l'intrigante Alicia Sierra qui reprend la place de Raquel Murillo au micro face au professeur. Autant vous le dire, je ne sais pas trop quoi penser de ce personnage. On dirait un tableau de Magritte en fait. L'ensemble est sérieux, posé, même inquiétant à certains moments, mais il y a un ou deux détails qui foutent en l'air la crédibilité de l'ensemble. Chez Magritte, un homme sérieux en costume a une pomme verte en plein milieu du visage et chez l'inspecteur Sierra, une femme policier, extrêmement talentueuse et avec des méthodes toujours efficaces mais à la limite des droits de l'homme. Non, en fait, elle dépasse quasiment à chaque fois les limites et finira en prison dans la plupart des pays. Cette femme pleine de talent est enceinte jusqu'au cou et elle consomme frénétiquement tout un tas de sucreries, de beignets ou de saletés. Elle représente à elle seule le symbole de l'atteinte aux libertés individuelles contre quoi se bat le professeur, mais elle devient presque fragile et attendrissante quand on voit tous ses travers. Donc j'attends de voir ce qu'elle va devenir, elle ne me persuade pas pour l'instant et j'espère qu'elle va prendre un peu plus de densité dans la saison à venir. Encore une transition de haute volée. La Casa de Papel est la seule série diffusée sur Netflix à être construite de cette manière. En fait, Alex Pina a réalisé cette nouvelle aventure exactement comme la première saison. Le truc, c'est que la première et la seconde partie se composaient à l'origine d'une seule et même saison. Donc si on voulait vraiment découper la série, on pourrait dire saison 1, partie 1 et partie 2.
C'était logique parce que Netflix a reconstruit la série à sa manière et a accroché le public en découpant la saison à un moment bien calculé pour créer le cliffhanger qui allait pousser une majorité de téléspectateurs à lancer la version originale parce que l'attente était insupportable. Mais là, concrètement, ça sert à quoi de nous traumatiser comme ça, à devoir attendre au moins 3 mois avant de savoir si Nairobi est toujours vivante, si Raquel va finir dans la même cellule que Rio, ou si le professeur va également se faire coffrer. Là, j'avoue que je comprends pas la logique, quasiment aucune série Netflix ne crée un cliffhanger de ce niveau entre 2 saisons. Après, c'est clair qu'avec une méthode comme ça, tout le monde va être sur les dents quand la partie 2 de la deuxième saison va sortir. Pour moi, s'ils suivent la logique de la première saison, je pense qu'on devrait avoir droit à une suite aux alentours du mois de janvier au plus tard. En tout cas, je l'espère. Voilà pour moi en ce qui concerne cette saison de la Casa de Papel, j'ai passé un très bon moment et les incohérences ne m'ont pas gêné du tout parce que les choses allaient trop vite et surtout dans tous les sens. J'ai aimé retrouver Nairobi et même Tokyo d'une certaine manière parce que je pense que comme vous, j'ai un peu l'impression de faire partie de leur bande avec le temps. J'ai pris un peu de retard dans mon timing et j'ai un gros paquet de vidéos à vous proposer dans les jours à venir. Je ne sais pas trop dans quel ordre les projets vont sortir, mais j'ai toujours dans les cartons mon top 10 des séries de ce début d'année, l'analyse de la démo de PES 2020 qui sort dans moins d'une semaine, la critique de la toute première saison de The Boys qui sort ce 26 juillet sur Prime Video et qui m'a foutu une claque, l'analyse du trailer de Westworld qui annonce du très lourd et également le trailer de The Expanse saison 4 que j'attends avec la plus grande impatience. En bref, c'est du temps qu'il va falloir trouver pour pouvoir vous proposer tout ça, mais je vais faire étape par étape et je pense commencer par mon top 10 en toute logique. Si vous avez aimé la vidéo et que vous voulez en voir plus, abonnez-vous et pour finir, vous connaissez la suite, portez-vous bien, regardez des séries, jouez à volonté et je vous dis à très bientôt sur séries et jeux vidéo.